Après avoir passé 10 ans dans l'enfer du jeu, il a voyagé dans le temps, conservant toutes les capacités et l'expérience de combat qu'il a acquises, déterminé à se venger. Comment va-t-il y parvenir, et quels obstacles devra-t-il affronter? C'est ce que nous allons découvrir dans notre histoire. L'histoire commence par une scène tragique d'une fille nommée Sua attachée à une chaise électrique, son corps tremblant de la sévérité du choc alors qu'elle pensait que ce n'était qu'un jeu. Et tandis que Wu Yan hurle son nom, impuissant à l'aider, elle lui dit faiblement qu'elle ne peut plus endurer. La fille s'excuse avec tristesse. Il se convainquait que ce n'était qu'un jeu réaliste et qu'il en sortirait bientôt. Alors il tend la main vers elle avec impatience, criant son refus de ce qui se passe. Mais une autre personne liée lui dit qu'il réalise que sa fin est venue. Il le conseille sur la nécessité de survivre avant de décéder au milieu de ses cris d'agonie. Alors que le temps passe, il est forcé d'accepter la réalité, continuant de supplier ses compagnons de ne pas l'abandonner seul alors qu'il hurle, ligoté, et que des larmes coulent de son œil blessé, certain que cet endroit est devenu sa nouvelle réalité. Le souvenir remonte pour expliquer le contexte des événements où le jeu VR Inverse Planet a dominé les charts mondiaux et est devenu célèbre pour ses concepts de portail dimensionnel, de super-pouvoirs et de guerre. Wu Yan est entré dans le jeu sur les conseils d'un ami pour se retrouver soudainement piégé à l'intérieur, où le monde du jeu s'est matérialisé pour devenir une réalité physique. Lui, que l'on appelle le sujet de test 62, reçoit des félicitations sarcastiques pour avoir approché l'étape de l'ascension. Dans le cadre d'un projet de recherche insensé appelé projet d'ascension qui a consommé des milliers de personnes pour créer un seul ascendant, le projet reposait sur l'utilisation de personnes enlevées comme sujet de test et pratiquait des expériences inhumaines sur eux, notamment l'électrocution, l'injection forcée et la modification corporelle. Les responsables donnent l'ordre de brûler le corps de la jeune fille et de l'enfermer avec les survivants, et les gardes répondent à l'ordre. Il est assis dans l'obscurité de sa cellule, se noyant dans la douleur, considérant ce qui s'est passé comme un crime impardonnable, et se fait le serment solennel de rester en vie pour se venger. Soudain, une alarme se déclenche annonçant l'évasion d'un sujet de test, alertant les gardes armés. Alors, il court avec un groupe de survivants dans le couloir vers la sortie située à son extrémité, animés par l'espoir de survivre une fois qu'ils auront traversé ce couloir. Leur chemin est bloqué par un énorme ennemi aux cheveux roux qui se moque de leur arrivée en rampant, les menaçant que ce couloir se transformera en tombe pour eux. Il maudit leur malchance, alors ses compagnons décident d'affronter l'ennemi et lui demandent de surveiller leurs arrières. L'ennemi les décrit comme des imbéciles, jurant de tous les exterminer, puis bondit brutalement en écrasant les attaquants. Mais après un long combat, il parvient finalement à tuer l'ennemi. Il reprend difficilement son souffle au milieu des cadavres, marmonnant à nouveau le mot alors que l'écho de son nom résonne dans ses oreilles. Et bientôt des hallucinations commencent à l'attaquer sous la forme d'ombres noires de personnes implorant de l'aide, et leurs cris déformés se superposent dans une scène cauchemardesque. Le texte raconte le passage d'une très longue période, année après année, depuis que les héros se sont échappés du laboratoire, où il apparaît attaquant des gardes armés qui lui crient de ne pas s'approcher, déclarant qu'il fait cela pour venger ses proches. Il continue à massacrer brutalement ses ennemis, admettant qu'il les a tués encore et encore, et apparaît dans une scène plongeant son arme dans le cou de quelqu'un, sentant que cette vengeance n'a pas de fin. Les mains d'ombre se referment sur lui, alors il se demande désespérément combien de temps il continuera à vivre ainsi, et s'il doit continuer ainsi jusqu'à la mort. Et soudain, un son de notification et une fenêtre bleue du système apparaissent, suscitant sa surprise. La fenêtre affiche une mission spéciale intitulée Corriger l'erreur, exigeant l'élimination du superviseur du projet Ascension en échange du retour dans son monde d'origine, alors il ressent de l'espoir car la chance de sortir est enfin arrivée. La scène se déplace dans une pièce luxueuse remplie de cadavres où un homme en costume formel rampe, demandant la raison et dénonçant l'attaque contre lui à un moment où il ne restait plus qu'à jouir de la gloire. Le superviseur, qui a été identifié comme le responsable du projet, hurle. Mais Kim Young-jun, le sujet de test 81, l'attrape par le col et demande au superviseur pourquoi il agit ainsi. Le superviseur hurle en demandant à Kim de se taire et de ne pas parler à ceux de son statut, puis appelle Wu Yan par son nom, où il est identifié comme le sujet de test numéro 62 et surnommé le surhomme. Le superviseur le félicite, le décrivant comme le succès ultime du projet et qu'il a dépassé les limites humaines. Il propose de lui accorder n'importe quel souhait parce qu'il est à un niveau différent des autres, mais il l'interrompt avec un refus catégorique. Le superviseur terrifié essaie de le dissuader, le traitant d'imbécile et l'avertissant que le tuer ne mettra pas fin à l'affaire. Menaçant que l'alliance corporative détruira sa famille, ses amis et ses collègues s'il est blessé, il porte un coup fatal au superviseur qui gémit de douleur. Kim le décrit comme un diable et se plaint que le sang recouvre l'endroit. Il se tient froidement pendant que Kim lui crie dessus, disant qu'il les a tués avant qu'il ne puisse demander en regardant un écran devant lui. Un message d'achèvement de mission apparaît et la récompense est prête à retourner dans le monde d'origine, alors il se réjouit de sa liberté. Et alors qu'il est sur le point d'appuyer sur le bouton accepter, des voix l'arrêtent en lui demandant où il va, et les voix lui rappellent les autres qu'il a laissés derrière lui et s'il les a oubliés, lui demandant de se venger et de tous les tuer. Il ressent un épuisement extrême, se demandant si ce qu'il a fait était suffisant. Et malgré ses hésitations, il décide de saisir ce qui pourrait être sa première et dernière chance de partir. Il dit à son compagnon qu'il retourne maintenant dans son monde d'origine, ce qui déroute son compagnon qui pense qu'il délire, confirmant qu'il était là depuis le début.
Il se décide et appuie sur l'option d'approbation, demandant à son compagnon d'informer les autres et s'excusant auprès de lui avant son départ. Il se réveille terrifié dans son lit et réalise immédiatement qu'il est dans sa chambre privée. Il inspecte son corps, ne croyant pas à son retour, se demandant combien de temps s'est écoulé. Il prend son téléphone pour trouver la date, 19 mai 2041, et il est 5 heures du matin, découvrant qu'il est revenu au même jour où il a été entraîné dans le jeu, se demandant si le temps n'y a jamais passé. Il se tient devant le miroir pour constater que toutes ses cicatrices et ses muscles ont disparu comme si ce qu'il avait vécu n'était qu'un rêve. Les souvenirs de ses combats dans l'autre monde l'assaillent, ainsi que les supplications de la jeune fille qui implorait de survivre et les menaces de l'ennemi de détruire sa famille et ses amis. Il devient donc certain que ce n'était pas un rêve. Il se confirme que les 10 années qu'il y a passées étaient réelles en raison de l'intensité de leur clarté, puis la sonnerie du téléphone coupe son processus de pensée. Il voit le nom Jaume Néon à l'écran et sent que le nom lui est familier. Dès qu'il répond, l'appelant le gronde de ne pas avoir appelé et lui rappelle leur promesse. Et quand il s'enquiert de la promesse, elle lui parle de la nécessité de se rencontrer ce soir et lui envoie les coordonnées avant de raccrocher. Il tient le téléphone en réalisant qu'il se souvient bien de cette voix, car elle est sa camarade de classe proche et la personne qui l'a initié au jeu Inverse Planète. Il soupçonne donc un instant qu'elle a arrangé l'affaire mais l'écarte en se basant sur sa mémoire. Il décide de la rencontrer d'abord. Et quand il arrive, Néon l'accueille chaleureusement en notant sa longue absence. Et elle lui demande si c'est la première fois qu'il sort depuis la fin du semestre et lui offre un verre, mais il refuse. Se justifiant qu'il craint ce qu'il pourrait faire s'il buvait dans son état actuel, elle lui demande en grillant de la nourriture s'il a essayé le jeu comme il l'avait dit précédemment. Alors il répond qu'il a conçu un personnage et regardé l'intro seulement avant d'être aspiré à l'intérieur, ce qui suscite sa surprise. Elle rit avec sarcasme qu'ainsi il n'a pas joué du tout. La colère bouillonne en lui en se souvenant des 10 années d'enfer qu'il a vécu à cause de sa recommandation, et il serre le poing fermement. Alors qu'elle lui rappelle qu'il a promis d'apparaître régulièrement dans son livestream, pointant son physique qui aurait fait sensation sur sa chaîne, il réalise alors qu'elle a insisté pour qu'il joue uniquement pour le bien de sa chaîne en tant que streamer. Et bien qu'il doute qu'il lui ait vraiment promis cela, il sent que cette rencontre a fait de son retour à la réalité une vérité tangible. Il s'assoit devant son ordinateur à la recherche du développeur du jeu, découvrant que la société s'appelle Planet Earth et est basée dans la Silicon Valley aux États-Unis. Il réalise avec tristesse qu'aller au siège ne changera rien. Car s'il leur parle de sa chute dans un autre monde à cause de leur jeu, ils l'accuseront sans doute de folie. Il hésite à contacter le jeu craignant des dangers inconnus et des résultats inattendus et soupire devant son écran se demandant l'intérêt de ce qu'il fait au lieu de se réjouir d'avoir survécu à cet enfer. Il décide de s'en contenter et d'oublier l'autre monde, se confirmant que c'est son monde original et réel. Quelqu'un lui tape sur l'épaule en plaisantant alors qu'il essayait, après son retour, de mener une vie scolaire normale. Son ami l'invite à aller au bar, alors il essaie de suivre l'ambiance et de surmonter ce qu'il a vécu. Mais des doutes le tourmentent sur la réalité de son retour tandis qu'un des fantômes de son passé l'embrasse, et le fantôme demande si c'est vraiment la réalité, alors il se retourne rapidement pour voir qui a parlé dans ses pensées. Avec le temps, les choses commencent à s'écarter de leur cours normal de manière inquiétante, où des hallucinations le poursuivent avec des voix exigeant une vengeance cruelle et lui rappelant qu'il n'a pas sa place dans cet endroit paisible. Soudain, il frappe violemment la table au milieu du hall, déclenchant la panique de ceux qui l'entourent et leur étonnement face à son comportement injustifié. Ouyen se tient dans le couloir, haletant fortement, lorsqu'un de ses collègues l'appelle par son nom et lui saisit l'épaule, s'enquérant de son état avec inquiétude, mais il le voit à ce moment-là comme un ennemi l'attaquant. Il imagine qu'il dégaine un poignard et attaque son ami avec, prêt à poignarder et à se défendre, mais s'arrête lorsque son collègue lui demande avec terreur ce qu'il fait, alors il s'excuse en justifiant qu'il a été surpris. Son collègue lui dit que les gens parlent de son comportement étrange ces derniers temps avec prudence. Il s'assoit seul sur un banc tandis qu'un des fantômes de son passé l'appelle, et des ombres l'enveloppent en lui demandant de ne pas oublier et de se venger, tandis qu'il les supplie de s'arrêter et de le laisser tranquille. Néon crie son nom pour le sortir de ses jours et de ses cauchemars et lui demande avec anxiété la raison de son visage pâle et de sa distraction constante. Il sourit en feignant le calme et lui dit qu'il va bien et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, elle lui offre son aide comme une grande sœur si quelque chose arrive, et il accepte cela d'elle. Elle décide de partir. Et alors qu'elle l'encourage, il réalise au fond de lui que c'est lui qui a amené ses fantômes avec lui dans ce monde. Il devient certain que l'affaire ne se terminera pas tant que ses esprits ne seront pas satisfaits, et que si la situation continue ainsi, ce monde ne différera pas de l'autre enfer dont il s'est échappé. Il décide de revenir pour mettre fin à l'affaire principalement cette fois et entre dans la capsule. Déterminé à mettre fin à tout de manière décisive, il se connecte au jeu pour que le message de bienvenue à la planète inverse apparaisse et se retrouve dans un endroit familier. Il réalise avec étonnement qu'il est retourné dans la salle d'attente du laboratoire et qu'il est entré à nouveau dans le monde du jeu. Il se demande avec confusion pourquoi il n'a pas pu retourner dans ce monde infernal malgré sa ferme résolution de le faire, pensant à la possibilité d'une autre condition qu'il n'a pas remplie. Une fenêtre apparaît demandant de confirmer l'apparence du personnage, alors il décide de procéder à l'étape du tutoriel du jeu pour le moment, croyant que cela pourrait être son moyen de retourner dans l'autre monde une fois terminé. Il commence par ajuster les paramètres, en changeant le ratio d'assistance au combat à 0%,
expliquant qu'il se battait avec une grande efficacité dans l'autre monde sans aucune aide. Le système commence à préparer les capacités initiales, lui demandant de choisir le premier élément de capacité primaire avec une note sur la possibilité de réinitialiser les capacités à tout moment. Le système explique que le mécanisme de capacité dans la planète inverse est conçu pour renforcer le personnage en choisissant un élément de base puis en l'améliorant avec divers sous-éléments. Cette structure intégrée de la base aux branches est appelée un build. Et en raison du grand nombre d'éléments disponibles, il y a des gens dans les ligues professionnelles qui se consacrent uniquement à l'étude de ces builds. Il choisit l'élément spécifique qui lui a valu le titre, le surhumain, auparavant parmi toutes les options. Quelqu'un s'adresse à lui par haut-parleur en tant que sujet de test 48, expliquant qu'il s'est réveillé lors de la dernière expérience et qu'une semaine s'est écoulée. Il se rend compte que le jeu ne montre pas le processus de torture qui précède le réveil, reconnaissant que personne ne voudrait vivre cela à l'intérieur d'un jeu. Le système annonce immédiatement le début de la prochaine expérience et lui ordonne d'entrer. Etinel apparaît devant lui, une machine à tuer conçue pour arrêter le saccage des éveillés dans le projet Ascension et a été la cause de la mort d'innombrables sujets de test. La première mission de tutoriel commence en lui demandant de vaincre Etinel en utilisant sa capacité incarnée, remarquant qu'il fait face à un prototype de la machine. Un souvenir douloureux le hante, celui de quelqu'un le suppliant en l'appelant frère ou lien, demandant le salut pendant que la machine le tue. Une lumière rouge clignote dans l'œil de la machine, puis elle commence à se précipiter vers lui. Il murmure que la situation ici est exactement comme elle l'était là-bas. Il exprime son dégoût envers les chercheurs qui font toujours des actes dégoûtants. Il engage la machine en esquivant son attaque, et la machine dirige des attaques consécutives vers lui, mais il les évite facilement puis porte un coup puissant. Il souligne que la version finale de cette machine est trompeuse car elle peut utiliser des capacités, mais il confirme que ce à quoi il fait face maintenant n'est qu'un prototype. Il détruit complètement la machine, et le jeu annonce la fin de l'expérience. Le laboratoire fait l'éloge du sujet de test 48, le décrivant comme incroyable, et que son efficacité et ses capacités sont incomparables au sujet de tests normaux. Un message apparaît pour la réussite de la première mission tutoriel. Et alors que le système est sur le point de lancer la prochaine expérience, le chaos envahit soudainement l'endroit en raison de l'intrusion du gouvernement, déclenchant la panique des chercheurs qui se demandent comment ils ont atteint cette profondeur. Le cri d'un chercheur se fait entendre, et un message est diffusé à toutes les victimes injustement détenues dans le laboratoire. La voix demande aux victimes d'utiliser toute leur puissance pour sortir immédiatement, alors il reconnaît le propriétaire de la voix. La deuxième mission tutoriel commence dans le but de s'échapper du laboratoire vers l'extérieur, alors il décide de partir en premier. Il court rapidement en s'interrogeant sur le nombre d'explosions qu'il a entendues. Il atteint un couloir complètement détruit et rempli de débris où il aperçoit quelque chose au milieu du chaos. Il écoute une voix provenant d'un appareil de communication lui disant que le panneau du bureau d'administration interdimensionnel indique qu'il n'est pas un ennemi, mais une victime. L'orateur déduit que son arrivée à cet endroit signifie son intention de s'échapper, alors il lui offre de l'aide. L'orateur lui dit qu'il peut choisir n'importe quelle arme qu'il veut dans la pièce. Ensuite, il lui donne un appareil pour envoyer un signal une fois qu'il atteint l'extérieur afin que le bureau puisse l'extraire. Il regarde l'appareil s'enfiler les armes, se demandant si l'orateur est mort tout en apparaissant dans une scène sombre. Il réalise, en tenant un pied de biche en fer, qu'il s'agit juste d'une scène cinématique nécessaire à la progression des événements du jeu. Malgré cela, un sentiment de saleté le possède à cause de cette situation. La scène se déplace vers Kamswal, une créatrice de contenu de jeu professionnel, soupirant de détresse parce que sa fierté d'amoureuse perfectionniste est blessée de devoir jouer au célèbre jeu Inverse Planet. Les abonnés dans le chat en direct se moquent de ses plaintes, lui rappelant que c'est une punition qu'ils ont décidé eux-mêmes. Swal confirme qu'elle est une femme qui tient toujours ses promesses à ses abonnés. Et malgré les accusations de ses abonnés de mentir auparavant concernant la sélection du jeu, elle annonce avec un faux sourire le début de l'exécution de la punition qui consiste à subir l'expérience du jeu. Elle crée le personnage et choisit la capacité de feu parce que ça a l'air cool sans changer l'apparence par défaut. En atteignant les paramètres d'assistance au combat, le système indique que le ratio par défaut est de 50% pour aider au mouvement et corriger les postures. Les followers la mettent au défi de mettre le ratio à 0% et se moquent de sa peur, donc un message de mission apparaît offrant une récompense de 500 001 pour avoir terminé le niveau du tutoriel sans aide. Elle se rend compte que le pourcentage de joueurs qui jouent sans aide est presque de 0%. Bien que confiante en ses compétences, elle hésite d'abord, considérant l'idée mauvaise comme si elle contrôlait avec un troisième bras. Elle essaie d'éviter le défi, mais la valeur de la récompense financière la tente. Elle accepte immédiatement avec de l'argent brillant dans ses yeux, suscitant le sarcasme des followers face à son changement de position rapide pour de l'argent. Elle annonce avec enthousiasme qu'elle jouera sans assistance jusqu'à la fin de l'entraînement. Les followers expriment leurs inquiétudes et leurs doutes quant à sa capacité à le faire. Ils lui rappellent qu'elle a été tuée précédemment en 2 minutes par Etinel immédiatement après le démarrage, et elle se plaint que le jeu jette le joueur dans un combat sans explication. Les followers admettent que durer 2 minutes est bien, mais combattre cette machine avec une seule capacité et sans aide est presque impossible. Dans le jeu, elle pense qu'elle doit juste s'échapper après avoir obtenu une radio et une arme. Elle est surprise par le début de la recherche automatique d'une équipe pour la mission d'évasion du laboratoire, qui nécessite 4 joueurs. Elle espère être portée,
aidée par les membres de l'équipe pour réussir la mission, mais les abonnés se moquent d'elle. La recherche d'équipe échoue, le système lance donc une recherche élargie. Les abonnés expliquent que le jumelage se fait uniquement avec les joueurs ayant le même ratio d'assistance, ce qui signifie que ses partenaires seront des fous jouant sans assistance comme elle. Elle réalise sa situation difficile et pense à annuler la mission, craignant de devoir porter l'équipe. Le jumelage réussit soudainement et elle rejoint une mission déjà en cours malgré ses tentatives désespérées d'annulation. Elle crie qu'elle est finie pour se retrouver soudainement sur place. Elle se tient, stupéfaite, dans le couloir, regardant les débris de robots détruits et les étincelles qui s'envolent, se demandant ce qui s'est passé. Un état d'étonnement la domine, elle et ses abonnés, car personne ne veut croire ce qui se passe, considérant que la question dépasse la plaisanterie, et ils se demandent sérieusement si c'est réel et qu'il y a un joueur qui suit l'étape du tutoriel sans aucune aide, doutant qu'il s'agisse d'un professionnel utilisant un compte alternatif, car aucun professionnel ne peut faire cela de cette manière. Les abonnés remarquent avec étonnement qu'il a réussi à éliminer un grand nombre de machines à éthanol sans assistance et sans utiliser d'armes à feu. Elle réalise qu'elle a trouvé le carry parfait, quelqu'un qui protégera l'équipe et la mènera à la victoire. Alors, elle décide d'aller le chercher immédiatement. Ouyin apparaît au milieu du couloir sombre, du sang dégoulinant de son arme et de son corps. Swal l'approche avec une extrême prudence, essayant d'attirer son attention. Il se tourne vers elle et l'attaque soudainement, pensant qu'elle est un ennemi. Alors elle hurle, suppliant qu'on lui sauve la vie. Il s'arrête au dernier moment, s'excusant pour son erreur après avoir réalisé qu'elle n'était pas un ennemi. Alors qu'elle remarque son saignement abondant, il a l'intention de partir. Alors elle lui demande timidement de l'accompagner puisqu'ils sont dans la même équipe. Elle court après lui, se présentant comme créatrice de contenu, streameuse, et lui demande la permission d'apparaître dans sa diffusion en direct. Elle le rassure en lui disant que le mode de confidentialité est activé et que son visage sera caché, mais il s'arrête soudainement, ce qui suscite son inquiétude. Soudain, des sirènes hurlent, annonçant l'évasion d'un sujet de test et des ordres sont donnés de le tuer immédiatement et qu'il n'est pas nécessaire de le capturer vivant. Swal est terrifiée et demande pourquoi la difficulté de l'étape tutoriel augmente ainsi. Elle le regarde car elle le considère comme le chef d'équipe et lui demande s'il va bien. Il apparaît en balançant habilement une chaîne métallique. Il se jette sur les gardes et les hommes armés et les massacre au milieu de l'étonnement des followers qui lui donnent le titre de génie de la faucille et de la chaîne. Swal regarde la scène depuis sa cachette, ne croyant pas ce qu'elle voit, et les followers sont d'accord avec elle, se demandant comment une arme comme celle-ci peut être utilisée sans l'aide du système. Les followers commencent à analyser sa capacité après avoir remarqué que la couleur de ses yeux changeait en blanc, devinant que cela pourrait être du vent ou de la télékinésie. L'un d'eux en déduit que le seul élément de base qui augmente les statistiques physiques et change la couleur des yeux est l'entité absolue. Les followers se moquent de ce choix car il est considéré comme une capacité nulle qui empêche le joueur d'utiliser d'autres capacités, surpris qu'il l'ait choisi. On explique que la capacité d'entité absolue est l'une des diverses capacités de base du jeu, car elle augmente énormément les statistiques physiques et la résistance aux compétences, mais son inconvénient est d'empêcher le joueur lui-même d'utiliser des capacités. La communauté du jeu confirme que cette capacité doit être évitée complètement et conseille de quitter l'équipe qui comprend un joueur la possédant. Soit les surprises qu'il ait choisi une capacité qui empêche d'utiliser des compétences dans un jeu qui en dépend, tandis que les followers s'interrogent sur la possibilité de se battre sans elle, soulignant que les yeux blancs confirment son utilisation. Certains suggèrent que l'amélioration physique pourrait être utile dans un combat sans assistance technique, mais ils se demandent avec étonnement comment il peut bouger avec cette compétence alors qu'il est encore au niveau 1. Ouyin continue de déchiqueter ses ennemis avec la chaîne et la faucille. Au milieu des questions sur sa véritable identité, il se tient au-dessus des cadavres de ses ennemis tandis que des voix résonnent dans sa tête lui disant que ce n'est pas suffisant. Les voix l'incitent à être plus violent dans sa vengeance car elles ne sont pas encore satisfaites. Et pendant ce temps, un faisceau laser de sniper apparaît visant sa tête. Swal hurle pour l'avertir du danger imminent, répondant en tirant avec son arme tout en maudissant la situation difficile dans laquelle elle s'est retrouvée. Ses balles atteignent la cible, de sorte que l'ennemi tombe au milieu de la fumée et des étincelles volantes. Elle s'assoit par terre pour reprendre son souffle pendant que les abonnés du livestream la couvrent de commentaires, certains louant son calme et d'autres l'accusant de voler des kills parce qu'elle n'intervient que pour porter le coup de grâce après que Ouyin ait épuisé les ennemis. Elle leur répond avec un sourire narquois et indifférent, confirmant qu'elle a fourni de l'aide à la fin, et c'est ce qui compte. Ouyin se souvient de certains événements de sa vie passée. Soyol l'appelle alors qu'il se tient au milieu du champ de bataille. Elle lui donne le titre de Monsieur Hardcarry, le sauveur fort, soulignant son rôle décisif dans la bataille, alors il se tourne calmement vers elle. Elle lui demande nerveusement s'il est en colère contre son intervention, la justifiant par son désir d'aider même un peu, alors il le nie brièvement. Il lui confirme qu'elle l'a bien aidé, ce qui suscite une vague d'admiration dans les commentaires pour sa gentillesse et sa voix, et il loue sa façon élégante de gérer le voleur de kills. Swal saisit l'opportunité et lui demande avec enthousiasme de lui permettre de l'accompagner pour terminer le niveau du tutoriel, alors il accepte simplement sa demande. Il se présente en disant que son nom est Baek Ouyin, alors elle réalise que Monsieur Hardcarry n'était qu'un surnom qu'elle lui avait donné et se demande si c'est son vrai nom car il n'a pas été censuré. Elle lui demande curieusement s'il a choisi la capacité d'entité absolue comme capacité de base,
alors il répond par l'affirmative. Ce qui frappe les abonnés d'étonnement alors qu'il se divise entre ceux qui voient la nécessité de réévaluer la capacité et ceux qui insistent sur le fait qu'elle est nulle et que ce qui se passe est dû à la super compétence du joueur, pas à la capacité elle-même. Elle lui demande avec fascination comment il a esquivé les balles sans utiliser de compétences et à quel jeu il jouait, alors il répond brièvement qu'il ne jouait à rien de spécifique. Il s'arrête de marcher soudainement, et quand elle lui demande la raison, il lui parle de la présence de 2 ennemis de type Étinel à 20 mètres. Swal s'émerveille en secret de sa capacité à déterminer avec précision la distance et le nombre d'ennemis sans posséder de compétences de détection et suggère d'avancer pour confirmer. En effet, il trouve les ennemis à l'endroit exact qu'il a identifié, elle est donc frappée d'étonnement par la précision de ses sens. Il se précipite vers les ennemis en retrouvant des souvenirs de son plaisir à jouer au Colisée dans le passé, tandis que Swal crie pour le mettre en garde contre l'imprudence. Il apparaît en esquivant les attaques de l'énorme machine avec une habileté incroyable. Se souvenant de l'époque où il était profondément immergé dans les jeux, il porte un coup dévastateur à l'ennemi, révélant dans ses pensées qu'il était un joueur classé, un ranked dans ce jeu. Il détruit complètement la machine, alors les followers deviennent fous dans les commentaires, louant sa capacité à vaincre Etnel si facilement et sans aucune correction du système, concluant que c'est le vrai niveau des rankers du Colisée. Swal demande avec ignorance si être un ranker au Colisée est une grande chose. Les followers se moquent de son ignorance, expliquant que les rankers y recevaient des offres pour devenir des professionnels et que le joueur professionnel légendaire Butler était l'un d'eux. Elle hurle de choc en entendant le nom Butler, réalisant qu'il est le joueur le plus en vue dans l'arène professionnelle de la planète inverse. Les followers se demandent curieusement s'il a affronté Butler quand il était un classé et qui gagnerait dans une confrontation entre eux, mais il coupe court à ces questions en ordonnant de bouger, alors elle le suit immédiatement. Ils atteignent la porte de la mission finale de l'étape du tutoriel où le chef de la sécurité du laboratoire apparaît comme le boss de l'étape, se moquant de leur succès à atteindre cet endroit. Le boss aux cheveux rouges et aux lunettes technologiques les menace que cet endroit deviendra leur tombe. Le boss ajoute d'un ton menaçant qu'ils rejoindront bientôt leurs camarades morts. Alors, Wu Yan réalise froidement que tout ce à quoi il a été confronté jusqu'à présent ne faisait que partie du programme du tutoriel. Son regard change et ses yeux s'enflamment vivement, tandis que des hallucinations noires reviennent apparaître autour de lui, chuchotant des phrases ton trouvé et plus vite et l'incitant à tuer le boss immédiatement car sa vengeance n'est pas encore complète. Le boss hurlant les menaçant de ne pas penser à quitter l'endroit vivant, ignorant l'enfer qui l'attend. Swal tire de sa mitrailleuse pour couvrir son collègue, mais elle est surprise par l'apparition d'un bouclier d'énergie autour du boss bloquant les balles, se demandant avec étonnement la raison de l'existence d'une barrière de particules. Les followers dans le chat se moquent de son ignorance, expliquant que le chef de la sécurité est un éveillé, il est donc naturel pour lui de posséder des capacités comme celle-ci en tant que boss, se moquant de sa tentative de résoudre la bataille avec des balles seulement. Malgré cela, elle crie en l'appelant pour lui dire qu'elle assurera une couverture de tir depuis sa position, tandis que les followers commentent sarcastiquement la rapidité avec laquelle elle dépend totalement de lui pour sauver la situation. Wu Yan esquive habilement l'attaque de l'énorme boss tandis que ce dernier se moque, considérant ce qui se passe comme un simple jeu. Le boss attaque violemment et des étincelles rouges jaillissent, annonçant son désir de déchirer son adversaire pour satisfaire un tant soit peu les fantômes de son passé. Mais le bouclier bloque à nouveau l'attaque, déclenchant le rire des followers qui se demandent pourquoi la barrière de particules s'est activée alors qu'il n'a pas tiré, devinant l'existence d'une erreur technique. Le boss décrit Wu Yan comme un petit rat, et sa peau se transforme en métal sombre, alors les followers reconnaissent immédiatement sa compétence spéciale des Iron Man. Le boss frappe le sol avec son poing, jurant de le mettre en pièces, de sorte que la surface se fissure alors qu'il se précipite vers lui, faisant deviner aux followers que son poids est devenu une tonne au moins, et qu'un seul coup de lui signifie une mort certaine. Le boss demande avec colère combien de temps il continuera à esquiver. Les followers regardent avec étonnement sa capacité à esquiver chaque coup fatal. Wu Yan dirige un coup de poing puissant au visage du boss, alors les followers admettent leur incapacité à esquiver ses attaques même avec les corrections du système et se moquent de l'idée de fournir une couverture de tir pour un joueur de ce niveau. Le boss gémit de douleur et lui ordonne de ne pas désactiver sa compétence des Iron Man. Des voix fantomatiques résonnent autour de lui disant que le boss ne peut pas mourir facilement et l'incite à le mettre en pièces plus brutalement pour venger ce qui leur est arrivé. Le boss est terrifié de voir l'immense puissance du sujet de test devant lui, tandis que Wu Yan reste froid. Il porte le coup de grâce en murmurant que le mérite lui revient. Un message système apparaît, annonçant la défaite du chef de la sécurité du laboratoire. Soyol est stupéfaite, ne croyant pas ce qu'elle a vu, tandis que le chat explose d'éloges décrivant la performance comme insensée, rappelant à tous que ce combat a eu lieu sans aucune correction et notant qu'il semble habitué à combattre des humains. Elle annonce joyeusement la défaite du boss d'entraînement et demande si la sortie est l'étape restante, tandis que Wu Yan est assis sur le cadavre du boss et les commentaires affluent, confirmant qu'elle a été portée sur ses épaules pour gagner et se demandant pourquoi un joueur avec cette compétence existe à ce moment-là. Le corps du boss s'estompe et il confirme à Soyol qu'ils peuvent partir maintenant. Les deux sortent du bâtiment pour que le jeu annonce la fin de la mission d'évasion du laboratoire et obtiennent un point de compétence pour monter de niveau, et elle lui demande s'il terminera la mission principale aujourd'hui. Il s'excuse en expliquant qu'il s'arrêtera là pour aujourd'hui, alors elle lui demande d'attendre un peu car elle a quelque chose pour lui.
Elle annonce à ses followers la fin de l'entraînement sans correction. Alors, les followers la décrivent comme éhontée pour s'attribuer le mérite alors qu'elle termine le stream en leur disant au revoir. Elle le remercie d'avoir attendu, alors il lui demande ce qu'elle veut. Elle lui demande hésitante de rejoindre régulièrement ses émissions. Il s'enquiert de la nature de son émission, alors elle explique qu'elle joue l'émission principale des Inverse Planet et participe parfois à des matchs joueurs contre joueurs. Elle lui propose avec empressement d'ajuster son calendrier de diffusion en fonction de son emploi du temps, en plus de payer une somme d'argent énorme en échange de sa participation. Il s'excuse pour l'offre, alors elle réalise d'après ses expressions faciales qu'elle ne pourra pas le convaincre et accepte son refus. Elle lui demande si elle peut l'ajouter comme amie, alors il accepte. Puis elle lui fait ses adieux en exprimant son plaisir de jouer avec lui et lui souhaite un bon moment avant que le corps de son personnage ne disparaisse. Un message apparaît pour Kangswal qui part et le programme tutoriel qui se termine. Il se tient seul avec du sang couvrant son visage, se demandant dans la confusion et l'anxiété pourquoi il n'est pas retourné de l'autre côté malgré la fin de l'entraînement. Alors qu'il ne réalisait pas ce qui se passait, la communauté du jeu diffusait des théories selon lesquelles terminer l'étape du tutoriel sans correction et sans arme à feu était le résultat de l'utilisation de programmes de piratage. Et pendant ce temps, un spectateur anonyme portant le numéro 62 envoie un don énorme avec un message mystérieux demandant ce que l'on ressent en revenant dans le monde réel, soulignant l'avenir que ce gameplay apportera. Au petit matin, à l'intérieur de la branche coréenne de Planet Earth Company qui développe le jeu Inverse Planet, les employés sont confrontés à une situation sans précédent causée par un seul utilisateur. Les employés regardent un replay de ce qui s'est passé avec étonnement, ne croyant pas leurs yeux. Les employés discutent de la façon dont le joueur a réussi à démolir le capitaine des gardes sans aucune correction ni arme, notant que la communauté en ligne est complètement convaincue qu'il est un pirate informatique et terrorise les forums de discussion de l'entreprise en exigeant une explication. L'un d'eux se demande sérieusement s'ils sont sûrs qu'il n'y a pas de piratage, alors les autres le confirment. L'employé responsable confirme qu'il a tout vérifié à partir de la création du personnage et n'a trouvé aucun enregistrement de modification par des programmes externes. Il souligne qu'il a vu de nombreux pirates traverser les murs ou disparaître, mais il n'a jamais vu de mouvement comme ceci auparavant. Les employés en concluent que ce niveau de contrôle ne peut pas être imité même en utilisant des programmes de piratage, et que si ce n'est pas un piratage, le joueur est complètement fou. Malgré cela, ils reconnaissent l'existence d'une très faible probabilité qu'il s'agisse d'un piratage non encore détecté. L'équipe décide finalement qu'elle doit mener une vérification appropriée de l'affaire. La scène se déplace vers Ouyin et son ami Neyon, où elle lui dit que la communauté internet est en état de saccage à cause de lui et que la situation est devenue très chaotique. Elle lui parle de l'apparition du défi sans correction parmi les utilisateurs où tout le monde échoue et ne peut même pas activer ses pouvoirs, renforçant le récit disant qu'il est un hacker. Neyon admet qu'elle a été choquée en voyant la vidéo et qu'elle l'a reconnu immédiatement malgré le mode de protection de la vie privée. Elle lui explique qu'elle a déjà vu ses combats, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi doué, confirmant que quiconque ne le connaît pas pensera certainement qu'il est un hacker, en déduisant que c'était la raison pour laquelle il a reçu ce message. Elle s'enquiert du message, alors il lui dit qu'il a reçu un message de la branche coréenne de Planet Earth. Neyon explique que l'entreprise veut vérifier s'il utilise ou non des programmes de piratage. Il lui montre le message qu'il a reçu via le livestream du streamer Kangswal, qui demande à communiquer avec lui. Elle souligne que l'intervention de l'entreprise de jeu elle-même pour vérifier un piratage attirera une foule immense et lui demande s'il sera d'accord. Il réfléchit à la question, considérant que c'est sa seule chance de communiquer avec les développeurs et peut-être d'obtenir un indice sur l'autre monde si une personne au placé apparaît. Il dit à son ami qu'il a décidé de le faire malgré ses hésitations précédentes, alors elle félicite sa décision. Elle lui conseille de laver son nom s'il a l'intention de continuer à jouer pour que tout le monde ne l'appelle pas un pirate, mais il montre un manque d'intérêt, notant que personne ne le reconnaîtra car son visage n'est pas apparu. Neyon soutient que son style de combat est si unique qu'il sera connu même s'il change de nom et qu'il n'y a personne, même parmi les professionnels, qui se bat avec des compétences étranges comme lui. Elle lui explique que les professionnels ont leur identité révélée de nos jours à travers leurs habitudes de combat, citant des discussions de forums qui analysent précisément les mouvements des joueurs. Elle exprime son soulagement de son accord car sinon, la streamer aurait été exposée à beaucoup de haine. Il s'interroge sur la raison de son intérêt pour cela puisque cette streamer n'a rien à voir avec lui. Alors elle le traite d'idiot, expliquant que les foules en colère à cause du problème de piratage ne se soucient pas de ça. Elle ajoute qu'ils le blâmeront d'abord, mais bientôt ils dirigeront leurs flèches vers la streamer. Il comprend la situation et marmonne avec résignation que dans ce cas, il devra être d'accord. Soit elle reçoit un message de lui annonçant son accord, alors elle saute de joie incrédule. Elle espère que ce remue-ménage entraînera une augmentation massive du nombre de spectateurs, et un graphique apparaît montrant une hausse prévue. Elle a hâte de voir une scène historique qui ne s'est jamais produite auparavant dans le jeu, Inverse Planet. Elle annonce une diffusion en direct pour clarifier la vérité sur la controverse suscitée par son utilisation de programmes de triche. Après 4 jours, Ouyon se tient à l'intérieur du jeu portant une nouvelle tenue en préparation de la diffusion. Soyol l'accueille chaleureusement lors de leur rencontre. Il remarque en lui qu'elle ne le soupçonne pas, bien qu'elle ait observé ses mouvements de près, et elle admet que les preuves fournies par les gens sont faibles.
Elle ajoute qu'elle ne le soupçonnait pas à cause de son look de tueur fou qui éloignait l'idée de tricherie de son esprit, le justifiant comme une simple intuition, qu'il accepte silencieusement. Elle lui dit de commencer la diffusion s'il est prêt, alors il accepte. Elle ouvre la diffusion en accueillant le large public qui a attendu longtemps tandis que des commentaires contradictoires affluent entre les demandes de clarification, les accusations de tricherie et les moqueries. Elle est stupéfaite par le nombre de spectateurs atteignant 10 000 immédiatement après le démarrage et présente à nouveau son invité, Wu Yan. Il se présente, alors les commentaires s'enflamment avec des attaques et des moqueries à son égard, et elle est obligée de menacer de fermer le chat s'il ne respecte pas la politesse. Elle lui demande son opinion sur la controverse avant que la vérification réelle ne commence. Il répond froidement qu'il trouve cette affaire ridicule, ce qui provoque des commentateurs qui se moquent de son arrogance. Un abonné demande comment clarifier, alors elle répond qu'ils ont invité un invité spécial pour la vérification. Un homme portant un costume formel apparaît dans l'arène de réunion. L'homme se présente comme Park Kyom-yan, chef de la première équipe des opérations de la branche coréenne de Planet Earth Company, et porte le titre Je aime au-dessus de sa tête, ce qui suscite l'étonnement des abonnés et confirme la gravité de la situation. Wu Yan réalise que cette personne est un haut fonctionnaire et pourrait savoir quelque chose sur l'autre monde et décide de lui poser des questions après la fin de la vérification. Le fonctionnaire remercie Swal et lui d'être présent. Le fonctionnaire remarque en secret qu'il a l'air ordinaire de l'extérieur. Le fonctionnaire leur demande de se diriger vers la zone de vérification. Ils atteignent une salle d'entraînement personnel avancée, qu'ils n'avaient jamais vue dans l'autre monde auparavant. Le responsable explique que la vérification se fera en surveillant plusieurs combats pour s'assurer qu'il n'y a pas d'assistance externe. Il accepte les procédures. Il se prépare à combattre. Un énorme robot d'entraînement apparaît, et les followers le reconnaissent comme une version moyenne d'Eathnol, se demandant s'il est capable de le vaincre avec ses capacités actuelles. Le type de bataille choisi est un combat à mort contre le robot moyen, et Swal semble inquiète alors qu'il lui demande de lui faire confiance. Il rit en se moquant de la situation où ils se battront à mort. Le responsable est surpris quand il voit qu'il a disparu de sa place. Il s'est précipité vers le robot et a commencé à le mettre en pièces pendant que le responsable essayait de lui dire les règles d'engagement. Les followers se demandent avec étonnement dans le chat s'il est en train d'écraser l'éthanel de niveau moyen à main nue, soulignant que ce robot est connu pour sa résistance même contre les marteaux, tandis que d'autres expriment leur sentiment de peur et de pitié pour le robot face à cette scène violente. Il apparaît en arrachant brutalement la tête du robot, donc un message système confirme l'absence de détection d'interférence de programme externe, tandis que le responsable murmure qu'il est fou. Le responsable confirme au fond de lui que ce qu'il voit ne peut en aucun cas être un A. Il tape du pied sur le sol et annonce la fin du test. Le responsable Park annonce qu'ils n'ont détecté aucune utilisation de programmes externes lors de la bataille précédente, mais souligne que la fenêtre de vérification était trop courte pour un jugement final. Park lui demande de se battre selon une méthode spécifique qui lui dit qu'il accepte donc immédiatement, tandis que les abonnés réalisent que cette procédure vise à vérifier s'il utilise un hack pour le combat automatique. Il est expliqué que les programmes de combat automatique contrôlent le personnage via un logiciel et ne peuvent pas se battre dans le style précis souhaité par l'utilisateur. Donc, déterminer la méthode gagnante à l'avance et s'y tenir prouve l'absence de piratage. Le responsable le remercie et lui demande cette fois de couper la tête de 3 robots d'entraînement de niveau moyen en utilisant exclusivement la chaîne Faucille, afin qu'il montre sa compréhension de la mission. Le responsable se demande en secret ce qui se passe, au nom de Dieu, car il croit que cette condition devrait être extrêmement défavorable pour le joueur. Mais il remarque avec étonnement qu'il ne montre aucun sentiment qu'il va perdre du tout. La bataille commence à la vitesse de l'éclair. Il utilise la faucille avec une grande habileté. Il se tient au milieu des débris après avoir accompli la mission avec précision. Soyol applaudit avec enthousiasme, confirmant qu'elle n'imaginait rien auparavant, et souligne à ses abonnés comment la tronçonneuse se déplaçait comme si elle était un être vivant, tandis que les abonnés s'émerveillent de ce qu'ils viennent de voir. Certains commentent que la faucille ressemble à une arme cassée et surpuissante, tandis que d'autres répondent que c'est la personne qui est cassée, pas l'arme, d'autant plus que la tronçonneuse n'est généralement utilisée que pour poignarder de près. Le responsable est stupéfait par ce qu'il voit tout en admettant que ce niveau de contrôle ne peut pas être imité, même avec des hacks, et que s'il n'est pas un hacker, alors il est complètement fou. Le désir de savoir du responsable s'intensifie en tant que gestionnaire de jeu, et il se demande si Wu Yan est vraiment capable de vaincre un robot d'entraînement avancé ne possédant qu'un seul élément de base. Le responsable décide de mener un dernier test par avidité cognitive. Un nouveau robot immense et terrifiant apparaît dans l'arène. Les abonnés sont choqués de voir cette chose, considérant que le responsable a franchi la ligne et veut un bain de sang, notant que s'il gagne, il sera officiellement reconnu comme un humain avec un niveau de hacker par le Conseil national. Le nouveau robot est présenté comme un robot d'entraînement avancé, dernière version est-elle. Il échange des regards avec le robot avancé. Un sourire effrayant apparaît sur le visage du robot est-elle, attisant sa colère. L'affrontement violent commence lorsque le robot lui assène un coup puissant qu'il esquive difficilement. La bataille continue intensément, et il montre des compétences d'esquive incroyables. Il réalise que cet adversaire est d'un niveau complètement différent du niveau moyen et qu'encaisser un coup maintenant serait fatal. Il remarque que la robustesse physique du robot se situe dans une gamme complètement différente et que ses attaques ne l'affectent pas du tout.
Il décide de continuer à frapper jusqu'à ce qu'une de ses attaques réussisse. Les abonnés expriment simultanément leur peur et leur fascination, notant qu'un seul coup suffit à le tuer, mais ils refusent d'être touchés, qualifiant cela de folie. Le responsable admet qu'il ne pensait pas qu'il était capable d'affronter un robot avancé en face à face avec un seul élément de base, soulignant qu'il avait l'air d'un loser au début. Mais il remarque maintenant qu'il a commencé à submerger lentement le robot depuis quelques instants. Après avoir écrasé le robot d'un coup violent, le responsable administratif n'a vu aucun intérêt à continuer à regarder plus longtemps. Et avec la fin de la collecte des données nécessaires à la vérification, le robot d'entraînement a été retiré de l'arène, ce qu'il a immédiatement réalisé. Soit a posé une question au responsable concernant les résultats de la vérification afin qu'il confirme à son tour et de manière décisive l'absence de toute intervention de programme externe, expliquant par une simple phrase que ce qui s'est passé n'est pas du piratage électronique, ce qui a déclenché la folie de la communauté des joueurs qui se demandaient comment cela pouvait ne pas être du piratage, tandis que d'autres ont confirmé l'annulation des accusations après la déclaration officielle de l'administration, et le message l'accusant de tricherie a été supprimé. Soit s'est adressé à ses followers d'un ton victorieux, leur rappelant qu'elle leur avait dit qu'il n'y avait pas de triche et s'est moqué des sceptiques qui ne peuvent plus réfuter la déclaration officielle. Et tandis que les trolls se retiraient, certains ont remarqué son enthousiasme excessif et lui ont donné le surnom de monstre de la condition physique qui ressemble à un hack en raison d'une force excessive, un terme qui a gagné son admiration. Au milieu de diverses classifications de chat, Swal a insisté auprès de tous pour qu'ils se souviennent clairement qu'il ne triche pas mais qu'il possède des capacités physiques qui y ressemblent, puis a demandé un dernier commentaire à ses invités où il a décrit l'expérience comme amusante tandis que le responsable l'a remercié pour son travail acharné. Swal a terminé l'émission en disant au revoir à ses followers qui ont dépassé les 100 000, qui se sont divisés entre ceux qui étaient étonnés qu'il pense à exploiter les ressources à ce stade et ceux qui regrettaient la fin de l'émission qui visait seulement à blanchir son nom, décrivant l'épisode comme légendaire. Après la fin de l'émission, Swal a remercié Ouyin et le responsable d'avoir accepté de comparaître et l'a distingué avec des remerciements supplémentaires. Alors, il a répondu par une simple révérence expliquant que la question ne valait pas la peine d'être mentionnée. L'officiel a souri en se moquant de sa description simpliste de l'affaire et avait l'intention de partir, mais il l'a arrêté brusquement, où il s'est tourné vers lui en lui disant qu'il y a quelque chose à lui demander. L'officiel s'est donc montré disposé à répondre. Il lui a demandé directement s'il avait rencontré un type d'erreur technique, un bug dans le jeu, en particulier les cas qui pourraient empêcher le joueur de sortir ou de s'échapper à cause d'un problème. L'officiel a nié avoir entendu parler de quoi que ce soit de ce genre, impliquant que si une erreur fatale comme celle-ci existait, le jeu ne serait pas devenu mondial, ce avec quoi il était d'accord en comprenant sa réponse. L'officiel a finalement décidé de partir cette fois, alors Soul a poussé un soupir de soulagement en exprimant son soulagement de voir cette situation tendue se terminer. Elle s'est tournée vers Ouyin, louant ses efforts, et lui a dit qu'elle calculerait les bénéfices de la diffusion pour le contacter plus tard. Et malgré sa clarification qu'il n'avait pas besoin d'argent, il a accepté de la laisser le contacter. Swal sentait intérieurement que le laisser partir ainsi était une grande perte pour une opportunité de contenu en or qui se présentait à elle, mais elle a hésité à lui demander de revenir à la diffusion. Elle a renoncé à dire ce qu'elle avait en tête, réalisant qu'elle avait obtenu la permission de sa présence aujourd'hui uniquement pour laver son nom. Elle s'est donc contentée de dire au revoir et a promis de le contacter la prochaine fois. Ouyin se tenait seul, déçu de ne pas avoir obtenu les informations qu'il attendait sur l'autre monde. Et entre-temps, un message est arrivé de Zhong Neyon lui demandant de la rencontrer immédiatement dans la salle de préparation au combat après avoir appris la fin de la diffusion. Elle l'a accueilli avec un enthousiasme extrême en lui demandant son expérience dans la diffusion et en lui disant que la réaction de la communauté est explosive et folle. Il a montré son aversion pour l'expérience, expliquant que le style de suivre le chat et de parler en jouant ne lui convenait pas, ce qui a un peu surpris Neyon. Elle a suggéré une solution alternative, qui est d'imaginer jouer seul sans prêter attention au chat et a proposé d'ajuster tous les paramètres pour qu'il essaie la question une fois, mais il a refusé cela en raison de son manque de désir de diffuser en premier lieu. Neyon n'a pas abandonné et a suggéré qu'il aille essayer joueur contre joueur, PVP, maintenant. Il a été expliqué que le système PVP est constitué de batailles entre joueurs et constitue l'un des deux principaux piliers du contenu de la planète inverse aux côtés de joueurs contre environnement, PVE. Il se demandait si c'était la raison pour laquelle elle l'avait convoqué, alors elle a confirmé cela en dénonçant son départ sans essayer ce système. Il a essayé d'éviter de justifier cela en ne prévoyant pas de jouer pendant un certain temps parce qu'il sentait que le jeu ne lui convenait pas, surtout avec la faible probabilité de son retour dans l'autre monde. Mais Neyon l'a interrompu en confirmant fermement que PVP est le cœur du jeu, et il ne devrait pas juger à partir de la simple formation. Il pensa à ces mots, réalisant que le mode histoire, JCE, est exactement identique à l'autre monde dans lequel il vivait. Alors que le PVP est plein de choses qu'il n'a jamais vues auparavant et pourrait y trouver quelque chose de différent. Il accepta l'expérience. Alors Neyon commença à expliquer les types en commençant par les duels, qui est une confrontation directe contre un adversaire égal, que ce soit seul ou en paire. Ensuite, elle expliqua le mode lutte où les joueurs choisissent l'un des 4 modes, contrôle, escorte, capture, extermination, pour se battre dans une équipe de 5 contre 5. Et enfin,
Elle expliqua le mode survie où 100 joueurs se dispersent pour collecter de l'équipement et se battre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une personne ou une équipe gagnante. Comme c'est sa première fois, Néon suggéra qu'il joue en mode équipe et proposa de recommander une configuration appropriée pour le personnage car le JCJ l'exige. Mais il l'interrompit en lui disant que la question n'appelait pas cela. Il lui expliqua qu'il connaissait déjà très bien une configuration, qui est la même qui fit de lui la personne connue dans l'autre monde sous le titre « Le surhumain ». Alors que Woo-Yoon se préparait à se connecter, Néon lui dit qu'elle enregistrerait la session jusqu'à ce qu'il ait terminé ses préparatifs, il accepta donc confirmant qu'il serait prêt immédiatement. Le point de départ a été obligatoirement sélectionné comme la base militaire dans la première zone, une zone célèbre pour la large diffusion d'équipements de haute qualité, mais elle est généralement bondée de joueurs de haut niveau, ce qui la rend inadaptée aux débutants. Néon lui a demandé de toute urgence de l'autoriser à enregistrer son gameplay en mode JCJ pour le télécharger sur YouTube. Et bien qu'il ait exprimé son agacement en lui demandant de se calmer, il est Y à autoriser, se demandant la raison de son enthousiasme excessif. Une fenêtre système est apparue annonçant qu'il restait 60 secondes avant le début de la partie et confirmant la sélection de la base militaire, il a donc confirmé sa connexion. Néon a fait ses adieux à son partenaire avec un salut militaire, exprimant son espoir qu'ils se reverront vivants. Dès qu'il est entré, il s'est retrouvé dans un hall au 3e étage et a trouvé son premier adversaire devant lui. L'adversaire semblait regarder autour de lui en se plaignant que l'équipement et les ressources de cet endroit étaient très mauvais. L'adversaire a décidé qu'il devait se déplacer vers un autre endroit, mais Woo-Yoon l'a surpris avec une attaque par derrière. Et en quelques instants, le système a annoncé l'élimination du joueur liquidé par Baek Woo-Yoon, ce qui a suscité l'étonnement de Néon, qui ne s'attendait pas à une élimination immédiate au début, notant que son physique est complètement différent et ressemble à un hack. Des notifications du système ont suivi à une vitesse folle annonçant son élimination d'un grand nombre de joueurs les uns après les autres. Néon a regardé ce qui se passait avec étonnement en se demandant ce qu'il était en train de faire. Il est apparu en éliminant un joueur nommé Slim Monster. Il se tenait au-dessus de son adversaire vaincu, remarquant qu'il ne sentait plus la présence d'autres joueurs et se demanda si cet adversaire était le dernier survivant dans cette zone. Il réfléchit à la situation, admettant qu'il ne s'attendait pas à rencontrer 4 personnes à la fois pendant sa descente. Et puisqu'il avait fini de collecter des ressources, il décida qu'il devait sortir de cet endroit. Soudain, un appel de détresse lui parvint de Néon via chat vocal, criant à l'aide et lui disant qu'elle était complètement encerclée par un grand nombre d'ennemis. Il vérifia la carte pour voir son emplacement et remarqua qu'elle était dans le bloc opposé, qui est un endroit très éloigné de son emplacement actuel. Il lui dit qu'il arrivait et lui demanda son emplacement exact dans le bâtiment, alors elle répondit qu'elle était sur le toit du 3e étage. Elle l'avertit que se battre aux étages inférieurs est fou car des batailles semblent faire rage à chaque étage, alors il se contenta de répondre en signe d'accord. Il sauta avec une vitesse incroyable, mais l'un des ennemis l'aperçut, choqué et balbutiant de surprise. L'ennemi s'interrogea avec étonnement sur l'identité de cette personne et la raison de sa grande vitesse, tandis que l'autre personne demanda à son collègue de préparer ses capacités car il essaierait de le retarder d'une manière ou d'une autre. Il s'est précipité avec son arme pour engager le combat avec les ennemis. La deuxième personne a crié d'émerveillement après que Woo-Yoon ait massacré son compagnon, et après cela, une notification de son élimination du joueur est apparue. L'adversaire a analysé son style, réalisant qu'il est de type physique et qu'il s'appuie sur une constitution d'agilité. L'adversaire a attaqué férocement en criant de mourir, libérant une énergie sombre destructrice vers lui. Woo-Yoon a évité l'attaque en sautant en arrière. L'adversaire l'a maudit en le traitant de fou, alors il lui a porté un coup de grâce. Il a gardé son calme et sa concentration et a continué à courir vers l'emplacement de Néon, et des messages système sont apparus annonçant son élimination de Chestai, Baby Tyrannosaurus et Baim Chicken. Il a annoncé son arrivée devant le bâtiment, alors Néon s'est émerveillé de la vitesse de son arrivée et a demandé si elle devait descendre pour aider, mais il lui a ordonné d'attendre à sa place pendant qu'il tendait la main pour ouvrir la porte. Il se tient derrière la porte en comptant le nombre de pas qui viennent vers lui, devinant qu'il appartienne à 4 personnes ou peut-être 5. Et dès que la porte s'est ouverte, il est apparu avec des traits froids pour que l'ennemi tapis tente de l'attaquer immédiatement à l'aide d'un poignard. L'ennemi s'est précipité en hurlant avec une intention meurtrière, mais il a contré l'attaque avec une compétence supérieure en saisissant le poignet de son adversaire, ce qui a provoqué un choc chez l'attaquant qui n'a pas compris la vitesse de réaction. Un message système est apparu annonçant l'élimination du joueur hasard par Baek Woo-Yoon, qui s'est tenu au-dessus de son adversaire vaincu en réalisant qu'il devait augmenter un peu sa vitesse pour en finir. Des notifications système ont suivi à une vitesse folle, annonçant son élimination d'une série de joueurs avec des surnoms étranges comme soit filiale envers tes parents, repas de crevettes et soins dentaires, ce qui a fait se demander à son collègue avec étonnement et choc comment cela s'était produit avec une vitesse aussi répétitive. Néon réalisa qu'il écrasait tout le monde complètement seul, et soudain, il apparut à côté d'elle sans faire de bruit. Elle était donc terrifiée au point de crier et a dirigé une attaque vers lui qu'il a réussi à esquiver, le grondant de lui avoir fait peur de cette manière soudaine. Elle lui a avoué qu'elle n'avait pas remarqué sa présence jusqu'à ce qu'il soit juste à côté d'elle, soulignant avec étonnement qu'à ce rythme, il pourrait récolter 14 kills seul, tandis qu'il se demandait si sa venue était nécessaire en premier lieu. Il lui demanda si elle avait déjà nettoyé le bâtiment des ennemis,
puis s'enquit avec surprise de la tronçonneuse qu'elle portait. Elle expliqua donc avec un sourire innocent que c'était la seule arme qu'elle avait trouvée à proximité. Elle annonça avec enthousiasme qu'elle ne perdrait pas ce jeu et jura qu'elle porterait l'équipe pour le reste du match, ce qu'il accueillit avec sarcasme et scepticisme. Le match s'est terminé pour annoncer le résultat de l'équipe remportant la première place sur 50 équipes, où Ouyin a réalisé 25 kills, tandis que Naeon s'est contenté de 7 kills et 15 assists. Elle restait incrédule qu'il ait remporté 10 victoires consécutives et exprimait son épuisement extrême et son désir d'arrêter pour la journée, alors il était d'accord avec son opinion. Elle se dit qu'elle pensait qu'il était un étudiant normal, mais il s'est avéré que c'est une arme humaine ambulante et elle a décidé de l'entraîner dans le monde du streaming en direct quoi qu'il en coûte. Elle lui a demandé instamment d'attendre seulement 2 jours avant de commencer sa mission principale, lui promettant de lui présenter une proposition de stream appropriée d'ici là. Et malgré sa tentative de clarifier son manque d'intérêt et le fait qu'il n'avait pas prévu la mission principale à l'origine, elle l'a interrompu en insistant pour qu'il l'écoute plus tard et est parti rapidement. Il resta seul, pensant que l'expérience de combat du joueur ne lui donnait pas les indices qu'il recherchait concernant l'autre monde. Plus tard, Swal était allongé dans sa chambre et parcourait le forum de la communauté du jeu qui s'enflammait avec des discussions sur le seigneur du piratage et la nécessité pour lui de devenir pro et d'autres commentaires louant le stream. Elle regarda le nombre de vues qui dépassait 100 000, se demandant si elle reverrait un nombre comme celui-ci dans sa carrière. Elle souhaitait pouvoir continuer à streamer avec lui et se reprochait de ne pas s'être accrochée plus à lui. Elle se souvenait de son refus catégorique de se soucier du streaming et essaya de se convaincre que son refus n'était pas si tranchant, mais elle admit finalement qu'il avait été très ferme dès le début. Elle a décidé de vérifier les revenus financiers du stream et a été très choquée de voir l'énorme somme collectée. Le lendemain, Naeon a convoqué son collègue dans un café où il s'est demandé pourquoi cette convocation soudaine, avant qu'elle ne lui montre l'écran de son ordinateur portable affichant un projet intitulé Projet de streamer, Baek Ouyin et Zong Naeon. Elle lui a expliqué avec enthousiasme que c'était une présentation qu'elle avait préparée toute la nuit pour le convaincre, mais il a commenté sarcastiquement la mauvaise conception, se demandant si c'était la qualité du travail qui avait pris toute une nuit. Elle lui a rappelé sa condition précédente selon laquelle il n'avait aucune objection tant qu'il se contentait de jouer sans interagir avec les spectateurs. Et elle lui a demandé à son tour si la question deviendrait acceptable s'il n'avait pas à faire attention au chat et qu'il se contentait de jouer, alors il a nié son accord explicite en expliquant qu'il n'avait pas dit que c'était bien, mais qu'il discutait juste de l'hypothèse. Elle a proposé une idée alternative, qui consiste à utiliser le format d'observation de la réalité. Elle lui a expliqué que ce format ressemble aux émissions de télé-réalité où le personnel est assis dans le studio pour regarder des images enregistrées d'autres personnes et les commenter, et elle a conclu sa présentation en suggérant qu'il se charge de jouer au jeu pendant qu'elle se charge entièrement de l'interaction et des commentaires. Elle a poursuivi ses tentatives pour le convaincre du projet de stream, suggérant d'embaucher un commentateur professionnel s'il estimait que leur seule présence ne suffisait pas et lui a même offert un accord tentant de partage des revenus à 60% pour lui contre 40% pour elle, se demandant si cette offre était suffisamment bonne, mais il s'en est tenu à son refus catégorique, montrant son manque d'intérêt pour la question. Elle s'est rendue compte que son collègue ne comprend pas la valeur des revenus du streaming, alors elle lui a demandé s'il avait vérifié le règlement financier que la streameuse Swal lui avait envoyé ce jour-là pour qu'il se souvienne qu'il avait reçu un email le matin, mais qu'il ne l'avait pas vérifié en raison de sa sortie précipitée. Il a ouvert son téléphone pour examiner le message reçu de Kang Swal, qui contenait le premier montant de règlement de 6 millions de wons avec une note jointe concernant un message de don intéressant qui était également joint. Naeon était stupéfaite par l'ampleur de la somme, dénonçant comment il pouvait refuser le streaming malgré les 6 millions de wons reçus, alors que son attention était entièrement tournée vers le message joint. Il a lu les messages de dons consécutifs d'une personne se faisant appeler spectateur anonyme 62, qu'il a accueilli et lui a demandé ce qu'il ressentait à son retour à la réalité, lui disant qu'une nouvelle mission spéciale avait été préparée pour lui et qu'il regarderait son stream désormais. Ouyin a immédiatement réalisé que cette personne sait qu'il est revenu de l'autre côté et que l'utilisation du numéro 62 dans le nom d'utilisateur est une référence explicite à lui en tant que sujet de test 62. L'anxiété et les interrogations le dominaient quant à l'identité de la personne qui connaît son secret et son retour. Il a demandé sérieusement à Naeon si elle pouvait trouver les informations sur le donateur, mais elle lui a expliqué que c'était impossible en raison des lois sur la confidentialité. Elle a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus envoyer de messages directement au donateur et que la seule façon d'interagir avec lui était pendant le livestream, et à ce moment-là, il s'est décidé et a accepté de le faire. Il a annoncé sa détermination à streamer, ce qui a suscité son enthousiasme alors qu'elle lui demandait confirmation et de ne pas reculer plus tard. Une annonce officielle a été faite au public du jeu, déclarant que le seigneur du hacking apparaîtra dans un stream personnel intitulé Tourisme de Hack avec la participation du commentateur Chazin Sheol et de Jom Naeon. Et le vendredi soir doré, tout le monde s'est préparé à profiter de son temps alors que des joueurs enthousiastes se sont rassemblés devant leurs écrans avec un seul cœur. La communauté du jeu s'est enflammée d'anticipation et de questions sur le commentateur et son identité alors que le compte à rebours pour les 5 dernières minutes avant le début du stream commençait. Et dans le studio de diffusion à l'intérieur du monde de la planète inverse, la tension régnait dans l'atmosphère avant le lancement.
Neon a exprimé son extrême tension tandis que le commentateur chassé Hong Cheol a essayé de la calmer en confirmant que leurs préparatifs étaient exhaustifs. Cha, un commentateur expert du jeu, a admis qu'il était très nerveux lorsqu'il a reçu l'offre de participation, et il a montré sa surprise face à sa capacité à réserver Wooyin pour le stream. Alors elle a ri nerveusement, se souvenant de la façon dont il a accepté immédiatement une fois qu'elle a demandé sans qu'il connaisse la vraie raison de son accord rapide. Le livestream a été lancé annonçant le début de l'émission, et Neon a ouvert l'épisode en accueillant le public, suivi de Cha se présentant. Le chat bourdonnait de questions sur l'endroit où se trouvait Wooyin, exigeant son apparition, alors elle les a rassurés en disant qu'il était trop tôt pour être déçu. Wooyin est apparu dans le jeu au milieu des acclamations des followers qui ont confirmé que ce n'était pas juste un titre de clickbait, et Neon a expliqué que le contenu du Hack Tour serait dans un système d'observation varié où ils commenteraient et donneraient leurs impressions tout en regardant son gameplay pour lequel le mode de protection de la vie privée a été activé. Et elle a demandé au public s'il était prêt à commencer après avoir éveillé sa curiosité quant à son style de jeu. Elle lui a envoyé le signal de départ pour qu'il reçoive un message immédiat via un appareil sans fil du bureau de gestion de l'autre monde lui demandant de sauver les survivants et de quitter la forêt. Les détails de la mission principale sont apparus, lui demandant de contourner les gardes à la recherche du sujet de test d'évasion et de rejoindre le bureau à l'extérieur de la forêt, ce qu'il a commenté comme étant identique à la fois précédente. Il se souvenait que dans l'autre monde, il ne faisait que s'échapper, mais cette fois il était résolu à changer cela, et il a crié à haute voix pour attirer les ennemis vers lui. Les ennemis ont détecté le son de son cri pour que leur chef crie immédiatement en le voyant ordonner une attaque contre lui venant de 3 directions différentes. Il a engagé le combat avec ses attaquants en utilisant son arme avec habileté pour esquiver leurs coups consécutifs, et il les a menacés d'un ton vif qu'ils allaient tous mourir alors qu'il balançait son arme, causant une destruction généralisée. Les gardes ont tiré une rafale de balles vers lui, mais il a réussi à bloquer et à esquiver avec des mouvements rapides et précis avec son arme. Des cris de douleur se sont élevés de l'un des ennemis après avoir été touché. L'un des gardes l'a décrit comme un idiot pour être venu directement à eux, tandis qu'un autre a crié en ordonnant de le tuer. Il a utilisé son arme reliée à une chaîne pour attraper les ennemis et les tirer. Il a sauté en l'air, utilisant son arme pour piéger ses adversaires, ce qui les a conduits à entrer en collision les uns avec les autres au milieu de leurs gémissements. Il a continué son attaque brutale et a jeté ses ennemis au sol avec force, puis est tombé sur Odeno, les achevant complètement tandis que l'un des survivants terrifié a crié en le décrivant comme un putain d'insecte et en annonçant sa position. Dans le studio de diffusion, Neon semblait choqué par ce qu'elle voyait, tandis que le commentateur Cha a commenté que ce style diffère complètement du jeu de la planète inverse qu'il connaît, soulignant que c'est la première fois qu'il voit un style de jeu comme celui-ci de toute sa carrière. Il a ajouté qu'il était étrange de rassembler des ennemis de cette manière sans aucune considération stratégique, tandis que les followers ont commenté sarcastiquement dans le chat que l'existence du dieu du hack lui-même était considérée comme une stratégie et que la paresse à chercher des ennemis faisait que les amener à vous était la solution logique. Un don est apparu d'un spectateur se demandant si la compétence d'existence absolue est exagérément puissante parce qu'elle n'a pas de temps de recharge. Neon a posé la question au commentateur expert qui a nié cela catégoriquement. Cha a expliqué que la plupart des compétences ont des temps de recharge, et par conséquent la construction de Wooyin qui repose sur des éléments de base sans temps de recharge peut sembler très forte. Le commentateur a continué à expliquer que l'existence absolue amplifie uniquement les capacités physiques et n'améliore pas l'intelligence de combat ou l'efficacité des armes, rappelant à tous qu'il joue sans aucune correction du système. Et il a conclu son analyse que la performance impressionnante est due au fait que c'est lui qui utilise la capacité, et que s'il possédait ses statistiques physiques dans la réalité, il se battrait de la même manière. La scène est revenue au jeu où les gardes criaient sur la nécessité d'encercler la cible. Soudain, Kim Chaol, un chef d'équipe au bureau de gestion de l'autre monde, est apparu demandant à tout le monde de déposer leurs armes et de se rendre pacifiquement. Le bureau a été présenté comme un département gouvernemental responsable de la suppression des entités envahissantes traversant les portes dimensionnelles, et le texte a expliqué qu'il travaille principalement à détenir et à supprimer les entités dangereuses à l'intérieur du monde inversé où les dimensions se chevauchent. Wooyin a immédiatement reconnu Kim Cheol, surpris de le voir comme chef d'équipe à cet endroit et remarquant ses vêtements. Kim a réalisé qu'il était une victime s'échappant du laboratoire, alors il s'est excusé pour la rudesse et a ordonné à ses hommes de se retirer, ce que Woo a accepté calmement. Le chef a remarqué l'appareil sans fil dans sa main, alors ce dernier lui a dit qu'il l'avait reçu d'un agent à l'intérieur du laboratoire. Kim a conclu que l'âge était mort, et Wooyin se dit que le chef possède toujours le même bon cœur qu'il avait dans l'autre monde. Kim lui a demandé de rester au bureau de gestion jusqu'à ce que son identité soit confirmée afin d'éviter les cas d'usurpation d'identité par des affiliés du laboratoire. Alors il a accepté, et le chef l'a remercié en promettant de le guider. Le jeu a annoncé la fin de la mission principale en rejoignant le bureau de gestion, et il a obtenu un nouveau niveau et un point de force, et le bâtiment du siège du bureau est apparu. Il était assis dans une pièce ressemblant à une salle de consultation à l'intérieur du siège, ne croyant pas qu'il avait fini ici. Il se rappelait ses souvenirs après s'être échappé du laboratoire dans l'autre monde, où il acceptait des demandes de société pour collecter des fonds pour se venger, y compris des assassinats et des enlèvements. Mais il a souligné que l'essentiel de son travail consistait en des opérations de suppression à l'intérieur du monde inversé.
Il se rappelait ses souvenirs de l'autre monde où les sociétés balayaient le monde inversé sans se soucier de chercher du butin. Et quand ils ont trouvé ce butin inutile, ils lui ont refilé la mission de nettoyage, ce qui a inévitablement conduit à son implication dans le bureau de gestion de l'autre monde. Il a expliqué que sa relation avec le bureau était compliquée car ils coopéraient parfois dans des opérations de suppression, mais à bien d'autres moments, ils s'affrontaient et pointaient leurs armes les uns sur les autres avant qu'une voix le saluant par son nom ne coupe le fil de ses pensées. L'oratrice s'est présentée comme Liu Jin, une agente de la première équipe du bureau de gestion de l'autre monde, tandis que les abonnés dans le chat interagissaient avec enthousiasme avec son apparence, louant sa beauté qui se classe parmi les meilleures du jeu. Elle l'a accueilli avec des phrases polies, notant qu'il avait traversé beaucoup d'épreuves pour arriver ici, ce à quoi il a répondu en la reconnaissant immédiatement. Elle lui a offert 2 choix pour son avenir. La première est de vivre comme un civil sous la protection du bureau avec une interdiction stricte d'utiliser ses pouvoirs, et la seconde est de rejoindre pour devenir un agent du bureau de gestion de l'autre monde. Et elle lui a expliqué que s'il choisit la deuxième option, il ne travaillera pas immédiatement comme un agent pleinement autorisé, mais suivra une formation appropriée et ne sera déployé sur le terrain que lorsqu'ils jugeront qu'il est prêt pour cela. Il a pensé à l'étrange ironie où il tuait des agents du bureau dans l'autre monde, et maintenant il devenait un collègue potentiel pour eux. Elle lui a demandé sa décision finale, alors il a commencé à répondre, mais la diffusion s'est coupée soudainement, suscitant le ressentiment des abonnés qui ont exigé de ne pas s'arrêter ici. Au fond de lui, il réalisa que choisir une vie civile signifierait retourner travailler comme mercenaire pour des entreprises comme cela s'était produit là-bas, un chemin qu'il ne souhaite pas répéter. De plus, sa curiosité concernant les affaires internes du bureau était une motivation supplémentaire. Il a annoncé sa décision de se joindre en tant qu'age, alors Liu Jin a accueilli favorablement sa décision considérant qu'il leur serait d'une grande aide. Elle lui a révélé que les sociétés recrutaient récemment des éveillés continuellement, ce qui entraînait une pénurie de personnel au bureau. Elle lui a chuchoté en lui conseillant que beaucoup regrettent d'avoir signé avec des sociétés, confirmant qu'elle ne disait pas cela simplement parce qu'elle était une agente du bureau. Elle a expliqué que les sociétés en sont encore au premier stade de la formation des éveillés et manquent d'expérience et ne prennent souvent pas la responsabilité des accidents survenant pendant la formation, tandis que le bureau est considéré comme une organisation établie de longue date. Elle explique la différence entre l'expérience du bureau et les structures d'entreprise. Elle a ajouté que les salaires des entreprises pourraient être meilleurs, mais travailler avec elles est plus dangereux. William sait que de nombreux éveillés ont perdu la vie en exécutant des contrats d'entreprise dans l'autre monde, et il s'est souvenu avec amertume que certaines entreprises ne lui avaient pas versé ses cotisations à l'origine, ce qui l'avait obligé à utiliser des méthodes extrêmes pour les forcer à payer. Il a noté que ces incidents sont ce qui a révélé son identité en tant que semi-éveillé au bureau et l'a mis sous surveillance pendant une période, se demandant s'il avait rencontré le responsable Kim à ce moment-là. Ojin a commencé les procédures d'enregistrement de son dossier en tant qu'éveillé dans le système et lui a remis son téléphone de travail. Il lui a demandé quelle était la prochaine étape, alors elle a réitéré la période d'essai, la formation et l'évaluation avant la promotion et l'affectation à une équipe. Elle a exprimé l'espoir qu'il rejoigne son équipe, l'équipe 1, si possible, ce qu'il souhaitait sincèrement. Il sentait qu'il lui devait encore des remerciements pour avoir mené le raid du laboratoire dans l'autre monde, lui et ses collègues ont réussi à survivre malgré les affrontements qui ont eu lieu entre eux plus tard, alors il a décidé de dédier cela à elle et aux victimes. Alors qu'il échangeait une conversation amicale sur l'impatience de travailler ensemble, les abonnés du stream ont remarqué quelque chose d'étrange et se sont demandé comment les PNJ pouvaient parler aussi naturellement. Les commentateurs ont souligné que les PNJ ne communiquent généralement pas de manière aussi correcte et élaborée. Sha et Néon s'interrogeaient sur les options disponibles, tandis qu'elle était choquée parce que le personnage de Liu Jin qu'elle avait rencontré était complètement différent de ce qu'elle voit maintenant. Sha a réalisé la vérité choquante. C'est une technologie d'IA entièrement réactive. Ce type d'IA a été défini comme capable de répondre complètement à toute situation ou demande et de communiquer librement, contrairement au PNJ traditionnel. Il a souligné que cette technologie consomme des ressources considérables et était considérée comme impossible à appliquer dans les jeux en ligne, se demandant s'il avait résolu le problème des ressources. Sha n'était pas d'accord avec l'avis de Néon, estimant qu'il s'agissait d'un easter egg caché et que sinon il n'aurait pas été caché ainsi, suggérant l'existence de conditions pour l'activer. Il a supposé que la condition minimale est de commencer avec un taux d'amélioration nul dès le début, ce qui est la principale différence entre un joueur normal et un joueur payant pour gagner. Néon a conclu le stream en confirmant que les forums exploseraient de discussions, et Sha a exprimé son extrême enthousiasme et son impatience pour l'annonce officielle de l'entreprise au point qu'il ne pourrait pas dormir. Dans la salle de diffusion, Néon a souligné qu'une personne profondément intéressée par l'histoire du jeu trouverait certainement la situation intéressante, laissant entrevoir la possibilité d'inviter un grand invité à l'avenir. Ensuite, elle s'est adressée au commentateur Sha en annonçant avec regret que la progression de l'histoire convenue pour aujourd'hui se termine ici, invitant le public à anticiper le prochain stream pour la terminer et annonçant maintenant la transition vers le contenu PVP au milieu des objections du public. Ouyin est apparu dans la salle de préparation au combat tout en remarquant que le spectateur anonyme 62 n'était pas encore apparu. Plus tôt, il avait demandé à Néon de l'informer immédiatement si ce spectateur envoyait un don ou un commentaire confirmant qu'il ne se souciait pas autant de la situation actuelle que de cela. Elle a donc accepté,
et il a décidé de terminer le stream étant donné qu'il n'y avait pas eu de contact de sa part. Il a envoyé un message indiquant qu'il était prêt, elle a donc annoncé qu'elle allait procéder au segment PVP. Shaw a noté que c'est la première fois que le joueur hacker subit un match officiel où le départ se fera à partir de la ligue normale. Le système de classement des inverses planètes, composé de 8 rangs, a été revu. Il faut gagner 10 matchs dans la ligue normale pour atteindre le rang bronze. Shaw a expliqué que les joueurs professionnels ont besoin en moyenne de 30 minutes pour y parvenir, tandis que les joueurs normaux mettent 2 heures, ce qui frustre les abonnés quant à leur niveau de jeu. Soudain, un nouveau message de mission est apparu, demandant à Ouyin d'atteindre le rang bronze en 30 minutes en échange d'une récompense financière de 500 000 wons, ce qui a suscité l'étonnement de Néon. Néon a envoyé un message à son collègue décrivant la mission comme incroyable et se demandant s'il pouvait gagner 10 matchs en une demi-heure, tandis que les abonnés se demandaient si accepter le défi était de la confiance ou de l'arrogance, exigeant de la rapidité. L'excitation a augmenté dans le studio, et elle a invité tout le monde à regarder jusqu'à la fin, tandis que le narrateur a souligné qu'il ne savait pas encore ce qui les attendait. Le système de correspondance a réussi à trouver un match solo normal dans le district résidentiel de la zone 6, et le premier tour commencera dans les 10 secondes. Shaw a exprimé sa surprise lorsqu'il l'a vu utiliser une arme qu'il n'avait jamais vue auparavant, et il a analysé la situation en se demandant s'il s'agissait d'une construction à courte portée, notant la possibilité d'un contrôle total s'il maintenait la distance. Le premier tour a commencé, et Shaw s'est demandé si l'adversaire avait sous-estimé Ouyin alors que l'adversaire commençait à activer la compétence d'explosion de glace. Des traits de choc et de terreur sont apparus sur le visage de l'adversaire, et le premier tour s'est terminé rapidement avec Ouyin gagnant 1-0. Le tour suivant a commencé immédiatement, mais l'adversaire s'est rendu dès qu'il l'a vu le décrivant comme un autre compte Smurf, il a donc gagné le match. Dans le deuxième match, Ouyin a utilisé son arme étrange tandis que l'adversaire hurlait de choc en constatant qu'il avait bloqué sa lance d'ombre. Le visage de l'adversaire est apparu hurlant de douleur, et le deuxième match s'est terminé par sa victoire sur le joueur Melon Bread avec un score de 2-0. Le troisième match s'est lancé contre un joueur portant un uniforme de taekwondo et s'est terminé rapidement par la mort de l'adversaire, Cochon d'Inde mangeant du foin, et sa victoire 2-0. La série de victoires s'est poursuivie alors que le record montrait sa victoire dans les 4e, 5e, 6e et 7e matchs avec de légères différences de temps et des résultats écrasantes. Shaw était choqué car il a fallu très peu de temps à Ouyin puisqu'il a réalisé 10 victoires consécutives en seulement 20 minutes et a été promu au rang de bronze. Néon a exprimé sa fascination extrême tandis que les followers ont ressenti la vaste différence de niveau, décrivant la performance comme insensée et battant des records professionnels. Shaw a souligné que le temps record est incroyable, mais la chose la plus importante et la plus impressionnante est le record du match lui-même. Shaw a expliqué que les performances fluctuent généralement si le match est défavorable ou dangereux, notant la difficulté de faire face à une construction de feu en particulier. Mais Ouyin a géré n'importe quelle construction avec des performances parfaites et sans aucune fluctuation tout au long des matchs. Un nouveau don de 500 000 est arrivé de pommes de pin, alors Néon l'a remercié, tandis que Shaw a montré sa curiosité et son anxiété de voir sa performance dans les prochains matchs classés. Néon se demandait pourquoi il était si difficile de sniper et de streamer. Shaw a expliqué que tenter de se synchroniser avec le timing d'un joueur spécifique pour entrer dans le même match pourrait être très difficile étant donné la nature du streaming en direct. Bien que la probabilité de succès ne soit pas élevée, il espérait que ce ne soit qu'une inquiétude inutile. Les spectateurs décrivent cette conversation comme un présage de malheur pour ce qui va arriver. Le système a réussi à trouver un match solo classé dans le cimetière de la zone 11, et dès l'entrée, quelqu'un a crié en annonçant qu'il avait trouvé sa cible. Le joueur aux cheveux orange et aux lunettes est apparu en décrivant Ouyin comme le bâtard effronté qu'il a enfin rencontré, déclarant que le temps de réhabiliter le hacker est venu, suscitant le choc des followers qui se demandaient avec étonnement comment le sniping s'était produit lors du premier match classé, tandis que d'autres ont souligné que c'était un comportement habituel de ces joueurs même s'ils n'appartenaient pas à l'entreprise. Shaw a indiqué qu'il ne se laisserait pas entraîner dans ces provocations car il avait été précédemment conseillé d'ignorer complètement de telles situations. Et tandis que Néon regardait nerveusement, son adversaire a commencé le premier round avec un cri retentissant et une explosion d'énergie massive. L'adversaire s'est précipité de toutes ses forces vers lui pour mettre fin au combat avec un seul coup de grâce. L'adversaire a volé dans les airs en hurlant des malédictions, tandis que les commentaires se moquaient de son incapacité à porter un coup malgré ses promesses précédentes, se demandant sarcastiquement à qui on donne une leçon maintenant après que leurs attentes de voir un match fort aient échoué. Ouyin a dirigé son attaque d'épée, forçant les followers qui faisaient confiance à l'adversaire à recalculer, et il a exprimé son regret d'avoir gaspillé son temps à regarder cette performance décevante. Le premier round s'est terminé par sa victoire 1-0 contre le joueur inconnu, qu'il a traité de monstre enseignant. Le système a annoncé le début du deuxième round immédiatement dans les 10 secondes dans la même arène de cimetière. L'adversaire a ressenti de l'embarras et du désespoir de perdre à nouveau, alors il a décidé de recourir à cette astuce en dernier recours pour éviter la défaite. Le deuxième round a commencé dans une atmosphère chargée où Ouyin a remarqué quelque chose d'étrange chez son adversaire qui était entouré d'une aura d'énergie. Il a senti que l'atmosphère entourant la bataille avait changé de manière notable. Il a évalué la situation, remarquant que l'aura de l'adversaire est devenue plus vive et plus lourde qu'avant et a analysé ses mouvements,
devenu très efficace et lui rappelant le style d'Avel. L'adversaire arrive follement en annonçant que Wu Yan l'avait enfin réalisé, affirmant qu'il avait fait exprès de ne pas se donner à fond au premier round. Il s'est alors souvenu que c'est ce que signifie pour l'adversaire d'être un hacker ou un provocateur, retrouvant sa mémoire de la situation, et a invoqué dans son esprit les conseils de Neyon qui lui a demandé de les écraser complètement et d'écraser leur ego. L'adversaire a remarqué que l'atmosphère avait soudainement changé autour de lui, mais s'est rassuré car il possède un avantage écrasant qui ne justifie aucune crainte. L'adversaire a crié de colère, lui demandant de ne pas faire semblant d'être cool alors que ce dernier paraît froidement son attaque. Il a lancé une violente contre-attaque faisant crier l'adversaire de douleur et le traitant de bâtard. Des cris de douleur se sont élevés de l'adversaire alors qu'il recevait des coups. L'adversaire a maudit sa malchance en tombant au sol. Tout le monde se demandait avec étonnement ce qui se passait tandis que Neyon confirmait l'exactitude de ce qu'il voyait. La commentatrice Cha a remarqué qu'il évitait délibérément de porter le coup final malgré de nombreuses occasions, et elle a confirmé que le dieu de la mécanique exécutait ses conseils à la lettre. Elle a admis nerveusement qu'elle lui avait demandé de l'écraser, mais elle ne s'attendait pas à ce résultat brutal, ce qui a amené les followers à la surnommer la femme effrayante qui a créé un monstre et à s'interroger avec crainte sur les prochains conseils qu'elle pourrait offrir. L'adversaire vaincu était assis par terre, se demandant avec terreur quelle était l'identité de cette personne en face de lui, tandis qu'il se tenait au-dessus de lui, pointant froidement son épée vers lui. Il lève son épée en dirigeant son discours vers son adversaire terrifié, annonçant qu'il rendra ces mots qu'il a prononcés plus tôt, puis abaisse l'épée pour en finir. Le jeu annonce la fin du deuxième round avec une victoire écrasante pour Baek Wu Yan avec un score de 2-0 sur le joueur inconnu pour être couronné vainqueur final du match. Après cela, il a continué sa série de victoires avec un élan imparable, remportant victoire après victoire dans des matchs normaux et des duels, brisant la barrière des 30 victoires consécutives en un temps record. Dans le studio de commentaires, Neyon était stupéfaite qu'il ait déjà atteint le rang or, tout en exprimant son choc qu'il ait établi un record de 30 victoires consécutives lors de son premier stream, ce qui a fait retenir leur souffle aux followers, se demandant si c'est ce qu'on appelle du smurfing et ce qu'il mangeait pour devenir aussi fort. Les followers dans le chat lui ont demandé de toute urgence de leur enseigner la configuration de son personnage, alors elle a hésité au début parce que la plupart des joueurs se soucient de révéler leurs secrets, mais elle a décidé de lui demander. Elle lui a envoyé un message timidement pour lui demander s'il était possible de révéler la configuration, tout en insistant sur sa liberté de refuser, mais il a accepté en disant simplement « Pourquoi pas ?», déclenchant son émerveillement et sa joie. Elle a annoncé aux téléspectateurs que le dieu de la mécanique révélerait sa configuration et qu'elle l'organiserait et la publierait sur le forum communautaire après le stream, déclenchant une vague d'étonnement parmi les followers qui ne croyaient pas qu'un joueur avec cette confiance révélerait ses secrets sensibles. Le temps pressant, elle et Cha ont fait leurs adieux aux téléspectateurs avec un arc de remerciements, annonçant la fin du long stream. Après l'arrêt des caméras, Cha a décrit ce qui s'était passé comme de la folie, soulignant l'IA entièrement adaptative, la série de victoires et la révélation de la configuration, prédisant que les forums communautaires s'enflammeraient en parlant d'eux. Elle a demandé au commentateur Cha quel était le record actuel du plus grand nombre de victoires consécutives, alors il lui a expliqué que le record est détenu par le joueur Butler avec 76 victoires obtenues en améliorant son compte alternatif. Elle a souhaité que Wu Yan puisse battre ce record, confirmant sa confiance qu'il en est capable. Cha a noté que Butler est connu pour son esprit de compétition extrême et qu'il a peut-être déjà commencé à regarder le dieu de la mécanique. Entre-temps, un message s'est répandu sur la communauté du temps inverse, révélant la vérité sur le joueur qui a essayé de sniper Wu Yan, expliquant qu'il avait été banni définitivement pour avoir utilisé des programmes non autorisés. Les commentaires se sont moqués de l'ironie où le sniper prétendait donner une leçon au hacker alors qu'il était le vrai tricheur et ont souligné avec étonnement qu'il avait réussi à l'écraser alors qu'il savait qu'il utilisait un hack, prouvant ainsi ses super compétences. Les utilisateurs ont commenté qu'il possède un hack physique, une compétence naturelle, lui permettant de vaincre les tricheurs et que même Butler n'aurait pas été capable de faire cela. Ailleurs, le joueur professionnel Butler regardait ce qui se passait via son écran et a commenté en disant « C'est intéressant ». Quelques jours passèrent et le deuxième stream commença où Wu Yan se tenait dans une forêt réalisant que le spectateur anonyme 62 n'était pas apparu dans le stream précédent et se demanda s'il lui manquait encore quelque chose. L'Yko Jin est réapparu, alors les commentaires ont explosé louant sa beauté et son IA avancé, la décrivant comme méritant d'être parmi les 3 PNJ les plus populaires. Yujin lui a demandé s'il était nerveux à propos de sa première mission sur le terrain, alors il a répondu brièvement. Il allait bien. Une nouvelle fenêtre de mission est apparue lui demandant de porter la combinaison de combat et de se rendre à l'endroit spécifié, alors il a pensé qu'un agent stagiaire obtenant une mission sur le terrain immédiatement est une bonne chose car cela lui évite de s'entraîner grâce au fait d'être à l'intérieur d'un jeu. Il a posé des questions sur la nature de la mission, alors Yujin a expliqué qu'ils doivent exterminer complètement les entités envahissantes à l'intérieur du monde inversé et sceller l'endroit, notant des rapports de potentiel saccage par ces entités. Ils sont arrivés à une usine abandonnée où il a remarqué que c'était un autre site abandonné par les entreprises, et Yujin a confirmé qu'elle quitte ces endroits implicitement parce que les entités sont parfois utiles. Elle a soupiré avec tristesse en disant que les entreprises suscitent le chaos puis s'écartent lorsque le profit est absent, ce avec quoi il était d'accord en réalisant que les actions des entreprises sont similaires dans les deux mondes.
Elle a expliqué que les entités envahissantes cette fois sont de type insecte, de petite taille et peu dangereuses, mais leur grand nombre rend leur gestion ennuyeuse. Le sergent Park Jae-hoon les a reçus à la porte en effectuant un salut militaire, demandant s'il était des éveillés affiliés au bureau de gestion. Yu-jin a confirmé cela et l'a remercié pour son dur labeur, alors il leur a permis d'entrer. Une fois entrés, Woo-Yin a vu une énorme porte en néon au milieu de l'usine abandonnée et a commenté que c'était la première fois qu'il voyait une porte apparaître dans un endroit comme celui-ci. Il fixa intensément la porte, remarquant qu'elle lui semblait familière. Il se souvenait avoir vu cet endroit aussi dans le monde infernal, mais il était sûr que la porte y était de taille moyenne, pas petite comme elle apparaît maintenant. Et alors qu'il était sur le point d'entrer, il se demanda s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis un autre personnage est apparu, se moquant avec l'expression « Oh là là ! Regardez qui est là !» Choi Young-cheol, l'éveillé affilié à Gumshin Electronics, apparaît en demandant avec un sourire sarcastique la raison de la présence de l'âge supérieur Lee Ho-jin dans un site d'extermination à petite échelle comme celui-ci. Il s'approche d'eux en se disant surpris que son site de mission chevauche le sien. Ho-jin remet en question ses propos, soulignant qu'ils ont abandonné ce site auparavant et qu'ils prétendent maintenant que c'est une mission, l'accusant de planifier quelque chose. Mais il nie cela, affirmant que cette accusation blesse ses sentiments. Il se tourne vers Woo-Yin, lui demandant si c'est un employé débutant qui a rejoint le bureau récemment et lui adresse son discours en lui suggérant de rejoindre une entreprise au lieu de souffrir inutilement dans le bureau de gestion. Ho-jin intervient brusquement en l'avertissant de ne pas franchir davantage les limites. Choi lève la main en signe de reddition, lui disant qu'il lui concédera ce monde inversé pour qu'elle s'en occupe. Ils quittent les lieux en leur souhaitant bonne chance dans leur mission. Woo-Yin s'interroge sur l'identité de cette personne. Alors Ho-jin lui dit, en se sentant faible en sucre, qu'il était le premier agent stagiaire dont elle s'est occupée. Elle explique qu'après avoir été débauché par une entreprise et être parti, il a commencé à répandre des rumeurs malveillantes sur le bureau de gestion. Puis elle lui offre des bonbons. Les commentateurs interagissent avec étonnement avec cette scène, notant que c'est la première fois que les détails de la relation entre Lee Ho-jin et Choi Young-cheol sont révélés aussi clairement, car la question était généralement évitée. Chaque commente que l'IA entièrement adaptative offre une histoire plus large, suggérant la probabilité d'histoires cachées existant dans la société Planet Earth. Ho-jin suggère d'arrêter les conversations sombres et d'entrer, alors Woo-Yin est d'accord avec elle. Une fois qu'ils ont franchi la porte et disparu, Choi apparaît en regardant leur entrée et en commentant qu'ils sont entrés, puis se demande avec un sourire malicieux s'il devrait commencer l'opération maintenant. Après 20 minutes, la scène se déplace à l'intérieur du monde inversé. Woo-Yin apparaît en essuyant sa bouche avec sa main et se tenant au-dessus des restes d'une bataille. Il se souvient du moment où il se tenait devant le couloir menant au monde inversé avant d'entrer, où il a alors remarqué que l'endroit était exactement identique au monde de l'autre côté. Soudain, Yu-jin a détecté un problème et a appelé bruyamment la recrue en criant pour l'avertir de faire attention pendant qu'elle était repoussée par une force mystérieuse. Il s'est retrouvé seul dans la forêt, regardant autour de lui, se demandant s'il avait été séparé d'elle. Il considérait l'effondrement du corridor dû à des chocs externes comme un événement courant et a décidé de s'occuper d'abord des araignées qui commençaient à apparaître avant de la chercher. Il tira son poignard avec les yeux brillants dans l'obscurité, se préparant à se battre. Ailleurs, Yu-jin a utilisé la compétence de propagation du tonnerre pour abattre les ennemis qui l'entouraient, mais elle a remarqué avec agacement que les monstres continuaient d'affluer sans cesse, quel que soit le nombre qu'elle tuait. Et elle réalisa que la taille de la forêt semblait plus proche d'un monde inversé de taille moyenne, et non petite comme on leur avait dit. Elle soupira avec suspicion, se confirmant qu'il se passait quelque chose de louche. Elle espérait que la recrue allait bien pendant que Choi apparaissait derrière elle et l'attaquait avec une lance de feu. Elle se retourna sous le choc en criant « Quoi ?» voyant l'attaque perfide arriver vers elle. Choi rit avec sarcasme, suscitant son choc alors qu'elle s'interroge avec étonnement sur la raison de sa présence ici. Et tandis que son bras s'embrase, il lui répond avec un sourire narquois suggérant de considérer l'affaire comme une simple mission secrète. Il se précipite vers elle en l'attaquant et lui dit qu'il ne fait que suivre les ordres, lui demandant de ne pas lui en vouloir trop. Elle décrit ses paroles comme absurdes, mais réalise en même temps que sa blessure est très profonde. Elle décide qu'elle doit s'échapper de cet endroit pour le moment. Elle utilise ses capacités pour créer une barrière défensive, puis provoque une explosion pour distraire l'ennemi. Choi hurle sur ses camarades en leur ordonnant de la poursuivre. Yu-jin crée une lance à partir de sa compétence de foudre et la lance en direction des poursuivants, provoquant une explosion tonitruante, lui donnant ainsi la possibilité de s'échapper. Choi gronde son collègue en le maudissant d'avoir échoué à intercepter sa trajectoire. Les soldats se grondent mutuellement pour avoir perdu sa trace, et leur chef ordonne de ratisser immédiatement la zone avant. Ho-jin se cache dans un terrier de 1000 pattes, se disant que sans ce terrier, elle aurait de gros ennuis, se demandant, haletante, quelle est la nature de la conspiration que la société est en train de tisser. Pendant ce temps, les followers regardent Woo-Yin massacrer des ennemis d'un seul coup, notant qu'il en a déjà éliminé des douzaines. Il sent soudain la présence de Lee Yu-jin à cet endroit et réalise que quelque chose de grave lui est arrivé. Il entend clairement sa voix et voit des traces de lutte. Il se lance à la vitesse de l'éclair enfant dans la forêt. Il trouve un énorme insecte 1000 pattes enroulé autour de Yu-jin, impuissante, tandis que les followers dans le chat se demandent pourquoi elle a perdu face à de simples insectes et comment il connaissait son emplacement avec une telle précision.
Il bondit avec son arme en coupant le monstre. Il tient Yujin alors qu'elle gémit de douleur. Il atterrit avec elle sur le sol en lui demandant comment elle va, et elle le reconnaît difficilement. Il analyse la situation, réalisant que quelqu'un de son niveau ne peut pas être vaincu par des insectes comme ceux-ci, et en conclut que ses blessures sont le résultat d'une capacité spéciale. Il se confirme que l'éveillé capable de faire cela dans ces circonstances n'est qu'une seule personne. Il lui demande directement si le coupable est Choi Young-cheol, et elle répond par l'affirmative. Il réalise que Choi les a suivis à l'intérieur immédiatement après leur passage. Dans le studio, Neon et le commentateur chat montrent leur extrême surprise en expliquant que Choi tend généralement son embuscade beaucoup plus tard dans l'histoire liée à l'entreprise et que cela se produisant maintenant est étrange et suspect. Il se demande si ce changement est le résultat de l'effet de l'IA entièrement adaptative, créant une histoire cachée et passionnante. La caméra revient sur Yujin, lui disant qu'elle a à peine réussi à tromper Choi, mais elle craint son retour pour tendre une embuscade, ajoutant que l'utilisation de ses capacités révélera sa position. Il lui demande de se cacher un instant pendant qu'il soigne ses blessures et va s'occuper de la situation, suggérant qu'elle s'échappe en premier. Elle rejette fortement sa suggestion d'affronter Choi seul, expliquant avec anxiété qu'il est un éveillé vétéran et qu'un bleu comme lui ne peut pas s'en occuper, mais il la rassure calmement en disant que tout ira bien. Il annonce avec confiance qu'il a un plan pour gérer la situation tandis qu'elle reste inquiète et sceptique quant à sa capacité à faire face à cette menace. Peu après, des soldats ennemis apparaissent dans la forêt à la recherche de Yujin, où Choi se demande avec agacement où elle s'est cachée. Il ordonne à ses hommes de fouiller le long de la vallée, estimant qu'elle n'est pas allée loin à cause de sa blessure, et décide de descendre pour chercher lui-même la cible. Il aperçoit quelque chose qui bouge rapidement dans l'obscurité, ce qui attire son attention. Il est surpris de voir une personne apparaître soudainement devant lui et l'attaque rapidement, alors cette personne hurle en bégayant et en lui demandant d'attendre. Il réalise que la personne devant lui est la recrue qui accompagne Yujin, alors il sourit méchamment en disant qu'il a été sauvé par cette cible facile qui apparaît. Woo-Yin fait semblant d'être confus et effrayé, affirmant que le couloir s'est effondré soudainement, entraînant sa séparation d'avec l'Y-Ojin, et demande au chef avec une fausse innocence s'il sait ce qui s'est passé. Les abonnés dans le chat commentent avec sarcasme et admiration ses incroyables talents d'acteur, prédisant une fin tragique pour Choi qui est tombé dans le piège. Choi exploite son apparente naïveté et lui demande d'un ton condescendant s'il ne sait vraiment pas ce qui se passe, puis s'approche lentement de lui en affirmant qu'il va lui expliquer ce qui s'est passé. Il lui dit d'un ton menaçant voilé qu'il pourra bientôt rencontrer Y-Ojin après avoir fait une petite sieste, faisant allusion à son intention de le tuer. Et alors qu'il s'approche pour porter son coup perfide, Woo-Yin, qui attendait ce moment précis pour exécuter son plan, se prépare et dirige une contre-attaque contre lui lorsque Choi s'approche de lui.